Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette autre convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous où sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité et dénégation, parce que nul n'a le droit de condamner qui que ce soit ou quoi que ce soit sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui jeudi, donc quatrième convocation, plutôt mercredi, voilà, troisième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Et ce matin, nous vous partageons cette pensée du mathématicien célèbre Pythagore qui dit ceci: éduquez les enfants et vous n'aurez plus à punir les adultes. Bonne méditation en cette journée du 9 décembre 2020. Nous sommes en direct des studios de WattFM, également de Tree TV. Mon nom est Lukman Sanfo, président du tribunal de l'actualité. Nous disons bonjour au juge au siège Bena Bougma et aussi à Geoffrey Vaha. Oui, bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Merci à tous les deux juges au siège du tribunal de l'actualité. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission qui de mettre en tout cas nous permettent de suivre cette émission depuis vos postes récepteurs. Et ce matin, deux sujets ont retenu notre attention. On va d'abord parler de ce phénomène de perturbation des cours au Burkina Faso. En ce début de mois, vous avez pu remarquer en tout cas des actes de vandalisme d'élèves qui ont provoqué la suspension des cours dans des établissements. Auparavant, on a pu voir aussi ce communiqué du gouvernement burkinabé qui avait mis en garde les auteurs de 10 actes et avait aussi promis de tout faire pour qu'ils répondent en tout cas devant les juridictions compétentes et rassurer également la communauté éducative que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité et la quiétude dans tous les établissements scolaires pour un bon déroulement des activités pédagogiques. On va y porter un jugement dès la première partie de l'émission et puis dans la deuxième partie, on s'intéressera au Ghana qui est toujours dans l'attente du verdict des urnes pour ces élections présidentielles et législatives 2020 et donc l'annonce des résultats des élections en tout cas est toujours attendue au niveau de ce pays alors que les deux principaux candidats à la magistrature suprême revendiquent déjà la victoire. 11 candidats, il faut le noter, sont en liste pour détrôner le président Nana Akufo-Addo qui brigue lui son deuxième mandat dans un pays, vous le savez, considéré comme l'un des pays démocratiques de l'Afrique de l'Ouest. Voici les deux sujets enrôlés en cette journée. Juste après la virgule, les avant-propos des juges au siège. Merci encore une fois de votre fidélité au programme du tribunal de l'actualité. Commençons par Geoffrey Vaha pour ses avant-propos du jour. Oui, merci président. Moi j'aurai deux avant-propos. Le premier va concerner le Mali. Hier on l'avait abordé ici en sujet sur lequel on avait débattu et on se posait la question de savoir ce que ça allait donner étant donné que le CNT, Conseil national de la transition, a vu installer son président et on sait que c'est Diao qui est, je pense, c'est un militaire, ça c'est clair, et puis c'est celui qui était aussi aux affaires avec les autres juste après le coup d'État. Maintenant, on sait que c'est 121 membres et il avait été élu à un peu plus de 111, si je ne m'abuse, comme celui qui devrait donc gérer cette transition-là. Mais il y a un problème. Ce CNT plutôt. Ce CNT. Maintenant, il y a un problème, c'est que aujourd'hui, il y a le M5 RFP qui dit qu'il va aller rester en justice parce que le mode selon lequel les membres du CNT devraient être connus n'a nullement été respecté. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait des caucus qui devraient désigner qui devraient être leurs représentants. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est plutôt des gens qui ont été convoqués par les militaires, c'est comme ça qu'ils disent, et désignés pour être au Conseil national de transition. Et c'est ceux-là qui ont désigné le président du CNT actuel. Donc pour eux, il y a un véritable problème. Et encore que il y a certaines personnes qui ont été désignées et qui disent n'avoir pas candidaté, alors que c'était quand même c'est bien écrit en termes de process. Et donc il y en a qui
par honnêteté, ont décidé aussi de ne pas continuer on va dire, de refuser la convocation qui est celle de devoir siéger au Conseil national de transition. Donc ça fait vraiment cafouillage, ce qu'on est en train de regarder. Mais je dis, ça ne pouvait pas être autrement. Parce qu'on a des militaires qui sont en train de travailler à garder une mainmise sur les différentes institutions, et ils savent que ça ne va pas être un long fleuve tranquille, ça ne va pas se faire aussi facilement. Ils manœuvrent politiquement, ça c'est ce qui est en train de, c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui comme ce qu'on peut faire comme observation. Ils sont en train de manœuvrer vraiment politiquement, et même le M5 qui se plaint, c'était des membres qui ont été désignés. Ils disent pas qu'ils vont déposer le tablier, non, ils disent qu'ils demeurent au CNT. Donc ils ont réussi quelque chose, c'est déjà à diviser au sein de ces M5 là. Qu'est-ce que ça va donner? On attend de voir, mais je pense que le plus important, il n'y a que 18 mois pour la transition. Il faut que pour les Maliens les choses se fassent vite et qu'on aille à des élections qui soient équitables, qui soient transparentes et qui transpirent la volonté du peuple malien. Donc on suit cette actualité-là toujours. J'ai dit 2 avant-propos, on ne parle pas souvent sport, mais hier il y a quelque chose d'inédit quand même qui s'est passé en Ligue des Champions, avec le match de Paris et un autre club dont je ne peux pas prononcer le nom parce que c'est un peu compliqué. Voilà, mais je vais m'en tenir à ça parce que ceux qui sont mordus de foot le savent. Mais ce qui est inédit, c'est que il y a un arbitre qui traite de négro l'un des membres du staff technique de l'équipe face à laquelle Paris jouait, et s'ensuit des échanges, on ne comprend pas grand chose, et puis il y a des joueurs qui se mettent du côté notamment de celui qui a été l'objet éclair de racisme, et puis le match s'arrête. Il va reprendre aujourd'hui. Bon, pour beaucoup, on pensait que peut-être il y a l'une des équipes qui allait être sanctionnée, parce que souvent c'est en la matière c'est comme ça quand vous refusez de jouer, mais cette fois-ci c'est un match qui est reprogrammé. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est déjà la façon dont les joueurs ont été unis déjà face à ce acte-là, et puis ne pas, habituellement on a vu des gens se faire jeter des pots de banane, un certain nombre d'éléments, et puis bon, chacun prend ça comme il peut, mais les autres essaient de calmer et puis disent bon, le match il faut que ça continue quoi. Mais à la réalité, c'est que la question du racisme est une question forte aujourd'hui dans le football, et je pense que ce qui s'est passé hier n'est pas anodin, et je pense que les joueurs sont en train de franchir petit à petit des caps, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas continuer d'exister, et on ne peut pas avoir dans la plupart des équipes et ceux qui font rêver ce football-là des noirs et qu'ils continuent d'être traités ainsi. Et ça, je pense que la cosmétique de la pub ou du laisser-faire, ça va aller, il n'y a pas de problème, écoutez, on ne peut pas maîtriser tout le monde, ça c'est un peu trop facile. Il faut bien gratter ce vernis là, il y a un problème au fond, et je pense que ça a été révélé hier, et il y a une attitude à avoir. Je pense que ce qui s'est passé hier, c'est courageux. On dira que bon, c'est parce que le match il n'y avait pas d'enjeu majeur, parce que Paris était déjà était qualifié, mais moi je pense que ça a tout le sens du symbole, et je voulais le faire ressortir ici. Sport certes, mais il y a beaucoup d'autres enjeux derrière, et puis quand on parle de ces messieurs là de la FIFA et autres, on sait que c'est les associations les plus riches, et c'est ce sport là qui engrange aussi le plus d'argent. Quand ce type de bruit là se fait, ça dérange leur argent, mais ça les oblige aussi à quitter dans la cosmétique et dire non au racisme et tout, et d'indiquer les problèmes et de les aborder de façon courageuse. D'accord, merci à vous pour ces 2 avant-propos que vous nous avez partagés en cette matinée. Le premier a concerné la situation sociopolitique au Mali et également cet acte de protestation contre le racisme dans le football. Merci à vous, juge. On va se retourner maintenant vers Bernard Bougman. Qu'avez-vous nous partager ce matin? Mon avant-propos va concerner le Niger, parce qu'au moment où les Ghanéens partaient aux urnes hier pour élire leur président, au Niger c'est la campagne présidentielle qui démarrait. Donc une campagne présidentielle qui démarre sans le candidat au pouvoir parce qu'il n'est pas candidat, parce que le président au pouvoir parce qu'il n'est pas candidat. Il a 2 mandats, donc la fin de ces 2 mandats c'est terminé. Des gens ont tenté de faire venir, mais bon, on s'en connaît également la suite. Donc une présidentielle, 30 candidats pour un fauteuil, mais à l'Assemblée nationale, bon, le Niger a fait mieux que nous en termes de chiffres. Parce que vous avez combien? 359 candidats à la présidentielle pour 171 sièges présidents. C'est quand même raisonnable, quoi.
Alors que nous, mon vieux, on est allé à des milliers de candidatures pour 127 sièges. Donc je dis c'est une élection, mais aussi qui a des favoris. Donc le favori, le principal favori, c'est Mohamed Bazoum, donc ancien ministre de l'Intérieur et ancien ministre des Affaires étrangères du Niger, donc qui est aussi l'un des hommes clés du régime de Youssoufou, donc dont la candidature aussi a fait jaser par rapport à où il est né, où il n'est pas né, mais bon, apparemment ce sont des choses qui ont été réglées. Donc il est favori. Autre élément dans la course, c'est le général Salou Guibo, le patron de l'ex-junte, donc qui a renversé Tandia Mahamadou, qui est candidat. Et maintenant, cette année, ça va être sans Mahamadou, qui a des démêlés judiciaires parce que condamné en 2017 pour l'affaire de trafic de bébés, donc il ne pourra pas faire acte de candidature. Et comme lui, il est bloqué par la justice, ces oies-là attendent les consignes de vote pour savoir qui votait. Donc, il y a également un autre candidat, il s'agit de Sieni Oumarou du MNSD, qui est arrivé 3e en 2016 parce que Mahamadou, même de la prison, est arrivé en 2e. Donc, Sieni Oumarou est arrivé 3e en 2016. Il y a aussi Mahaman Ousmane, qui est même un ancien président, qui a présidé le Niger de 93 à 96, qui était arrivé 4e en 2016. Et enfin le jeune Ibrahim Yacouba, que j'ai même reçu ici à Monde Politique, qui est arrivé 5e en 2016 également. Donc ce sont aussi des gros morceaux de la scène politique nigérienne qui s'affrontent également dans le jeunes. Je dis bien, il y a un ancien président dans la course. Donc c'est ça aussi la beauté de la démocratie. Vous avez perdu, vous ne faites pas de débat, vous vous réorganisez pour revenir. C'est aussi, je dis bien, c'est aussi ça aussi la beauté de la démocratie. Alors l'autre enjeu de ce scrutin-là, c'est est-ce que le camp Youssoufou conservera-t-il le pouvoir ou ne le conservera pas à l'issue des élections, parce que il peut perdre, c'est une élection. Et ensuite, au niveau du Niger, il y avait toujours un faiseur de roi. Maintenant, est-ce que à partir de 2016, ça a évolué à un moment donné, est-ce que on aura un second tour ou on n'aura pas un second tour? Sinon, c'est un pays aussi qui est habitué au second tour, avec un faiseur de roi qui arrive en 3e position, qui dit je vote pour ci ou je vote pour celui-là. Et puis bon, c'est un pays qui est très politique, et la capitale Niamey est une capitale très 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 politique, comme on le dit. Donc les Nigériens qui sont attendus aux urnes, et on attend maintenant de voir à l'issue des élections comment est-ce que les choses vont se passer. Donc ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe normalement, parce que l'opposition a passé, j'ai dit bien 3 ans, à décrier la Commission électorale nationale indépendante. Elle n'est pas bien, elle est inféodée au pouvoir, elle est ceci ou elle est cela, mais elle va à la compétition. Donc espérons que on n'aura pas une crise après l'élection, parce que dans les pays francophones, quand c'est comme ça, ça craint. Mais bon, je pense que le Niger est en train de franchir notre cap. Et c'est un autre exemple aussi de la démocratie ouest-africaine qui est en train de s'écrire. Et du courage à tous les Nigériens. D'accord, merci bien pour cette pensée à l'endroit donc de ce peuple nigérien qui attend d'aller aux urnes pour élire son président en cette année 2020. Merci à tous les deux pour cette première partie de l'émission, les avant-propos. On va maintenant s'intéresser à la première affaire que nous avons enrôlée. C'est donc ce phénomène de perturbation des cours au niveau du Burkina Faso en chaque début de mois de décembre au Burkina Faso. Des actes de vandalisme qu'on constate ça et là qui provoquent donc la suspension des cours. Et ça a été effectif encore cette année, le lundi passé d'ailleurs. Des établissements au niveau de la ville de Ouagadougou ont en tout cas été vidés de leurs salles, en tout cas suite à des apparitions de personnes encagoulées on va dire, qui ont provoqué en tout cas ces suspensions-là. Et auparavant, on avait vu un communiqué du gouvernement burkinabé qui avait mis en garde les auteurs des 10 actes et avait aussi promis que ces personnes seront traduites devant les juridictions compétentes, et avait surtout rassuré la communauté éducative que les dispositions seront prises pour donner la sécurité et la quiétude aux établissements. À qui incombe donc la responsabilité de ce phénomène et comment peut-on y faire face de façon définitive? C'est tout l'intérêt de cet enrôlement du jour du tribunal de l'actualité. Alors, Ben Abougma, on commence par vous. On connaît bien le phénomène au Burkina Faso, mais pour ceux qui nous suivent pour la première fois ou qui nous découvrent en tout cas à travers notre canal 254 sur le Canal+, qui ne savent pas véritablement le phénomène au Burkina Faso, comment peut-on rappeler les mobiles, ce pourquoi ces élèves nous plongent dans ce cycle qui se répète pratiquement chaque année? Il y a 2 raisons.
que certains ont voulu regrouper dans le vocable le syndrome de décembre au Burkina Faso au niveau des écoles. Donc il y a deux raisons. La première raison, c'est l'affaire Norbert Zongo qui démarre le 13 décembre 1998 après son assassinat crapuleux et tout ce qui s'en est suivi. Donc, parce que les deux sont liés. Donc nous sommes en 1998, donc le mouvement de protestation et le mouvement de revendication de la justice pour le dossier commence. Donc d'abord un mouvement de protestation contre un pouvoir qui est là et qui a emporté des fils du Burkina de façon atroce. Avant l'affaire Norbert Zongo, il y a eu les cas Clément Oumarou et Draogo et autres, les cas d'Abou Boukari et autres. Donc c'était atroce. Et donc c'était également pour certains la crise de trop, la tuerie de trop, l'assassinat de trop. Donc c'était déjà ça. Le deuxième, c'était également de revendiquer de la justice, non seulement pour Norbert Zongo et ses compagnons qui sont tombés le 13 décembre 1998, mais aussi pour tous les crimes politiques impunis jusqu'à cette époque-là. Donc c'était déjà ça le combat. Donc en son temps, il y a le collectif des organisations de masse et de partis politiques que finalement on a facilité l'appellation appelée le collectif contre l'impunité, qui a été présidé en son temps par le président d'honneur du MBDHP, actuel président de la CODEL, Maître Alidou Ouedraogo, qui était président du MBDHP et qui avait été baptisé ou surnommé le président du pays réel. Donc avec en son temps des lieutenants comme Tolé Sagnon, qui était le patron de la CGTB. Donc c'est lui que Bassoma Bazi a remplacé. Tolé Sagnon aujourd'hui qui est devenu un chef de canton qui siège au Conseil économique et social. Et donc j'étais le patron de la CGTB qui ont mené la lutte. À côté d'eux, il y avait des hommes politiques comme Maître Herman Yameogo, Maître Gilbert Noël Ouedraogo et Benewende Sankara qui n'avait pas formalisé son parti politique en son temps, mais qui était des jeunes avocats, avec, j'ai dit bien Maître Gilbert Noël Ouedraogo qui avait pris fait et cause pour le combat, le regretté homme politique et penseur, l'historien Joseph Kizerbo, et donc Ernest Nongoma Ouedraogo et avec d'autres hommes politiques qui ont fondé ensemble ce qu'on appelait le collectif de masse, le collectif de masse et des partis politiques. Donc, pour mener effectivement le combat. Donc, et là, ça a pris forme. Il y a eu la branche féminine avec les femmes en noir, dirigée en son temps par Madame Topan. Et puis, voilà comment est-ce que les choses se sont déroulées. Donc, de revendications à partir de 1998, nous étions en décembre, donc la contestation, c'est pratiquement en 1999. On a risqué l'année blanche. 1999, 2000, c'était vraiment les années charnières où le pouvoir de Blaise Compaoré a tangué. Donc, en 2000, quelques 2 ans après, la pression est encore montée d'un cran. Le temps a fait son travail. Certains de ceux qui étaient au collectif se sont rangés du côté de Blaise Compaoré parce que le collectif a commencé à se lézarder déjà à partir de ce moment, parce qu'il y a eu aussi l'action des infiltrés qui étaient en train de faire leur travail à l'intérieur. Donc il y a des organisations qui accompagnaient, comme le flambeau Norbert Zongo à Koudougou avec le mouvement Trop c'est trop, qui a commencé à prendre des coups, compte tenu, je dis bien, de l'infiltration et de la récupération politique, pour ne pas dire d'ailleurs que c'est un mouvement monté en son temps aussi par des hommes politiques, avec certains élèves qui croyaient bien faire. Donc les choses ont évolué. En 2000, la pression est montée également d'un cran, et puis il y a eu des manifestations d'élèves et d'étudiants, donc des élèves partout, donc à Boussé, le 6 décembre maintenant là-bas, au matin, pendant les manifestations, il y a un élève qui succombe, Flavien Nébier. Donc 13 décembre 1998, 6 décembre 2000, et donc, mais le lien, c'est que les manifestations, c'était pour revendiquer justice pour Norbert Zongo, et le pouvoir a trouvé en son temps l'argument pour interdire les manifestations de rue. Et pour certains, il y avait un lien entre l'assassinat, le meurtre du petit et les interdictions. Donc, et voici les 2 événements. Donc, en décembre, les élèves et tous ceux qui sont engagés pour vérité et justice dans ces dossiers, Norbert Zongo, Flavien Nébier et tous les autres dossiers impunis, manifestent. Donc pour les élèves, leur camarade est tombé le 6 décembre, ils manifestent pour revendiquer de la justice et ils joignent également le 13. Donc du 6 au 13, il y a pratiquement une semaine. Donc les élèves commencent parfois leur mouvement le 3. Déjà le 3 décembre, les mouvements ont commencé. Et c'est pour ne pas prendre fin jusqu'au 13. Sauf si il y a
il y a des années, en fonction de l'évolution des leaders des élèves, il y a des moments où après le 9, il y a une légère trêve pour reprendre quelques jours plus tôt. Mais en même temps, c'est comme s'ils forçaient aussi, parce que les congés du premier trimestre sont là, comme s'ils traînaient pour pouvoir aller en congé en même temps. Donc certains avaient demandé de trouver une solution. Ils ont tenté, les pouvoirs politiques ont tenté de trouver une solution à ce qu'on appelait le syndrome de décembre pour pouvoir subjuguer la crise. Est-ce qu'il faut anticiper le congé? C'est vrai que la question principale, si la vérité et la justice sont faites, ça va être maintenant peut-être des commémorations symboliques, mais pas des manifestations de rue pour réclamer une justice. Je pense qu'on est à ce stade-là. Et si le jeune Flavien vivait, si ma mémoire est bonne, il devrait avoir soit 32 ans ou 36 ans cette année, parce que il a été arraché très jeune, donc 20 ans, 2000 à 2020, on est à 20 ans. Donc aujourd'hui, c'est sûr que c'est un grand garçon qui allait contribuer aussi à sa façon au rayonnement du Burkina Faso. D'accord, merci à vous pour ce rappel historique. Geoffroy, on comprend à travers les propos de Bernard Bourma qu'il y a comme une sorte d'héritage de la violence que ces élèves-là, en tout cas, ont repris par devant eux. Est-ce que c'est parce que cela n'a pas suffi pour les leaders d'alors de marquer la rupture, de faire comprendre aux plus jeunes qu'aujourd'hui, la lutte a changé de méthode et qu'il y a bon espoir que le dossier, en tout cas, puisse connaître, on va dire, une lumière? Parce qu'on voit toujours que la fièvre ne faiblit pas, on va dire, au niveau des scolaires là, alors que le dossier a connu quand même une avancée notable. Oui, mais je pense que les gens marquent, les enfants ils marquent les arrêts. C'est bien parce que c'est pas une question d'avancer, c'est de voir qui est responsable et que ce soit tiré et fait une bonne fois pour toutes. Sinon, il y a toujours de la matière pour qu'en décembre, on en soit à cette situation. Pour moi, c'est le principal. Maintenant, à la vérité aussi, il y a les durs qui sont dans ce jeu-là et souvent répondent de personnes ou de mouvements qui sont plus matures. Hein. Et je parle d'âge et qui ont des répondants aussi, parlant de ces jeunes-là à ce niveau, parce que eux aussi font, ils ont l'impression que ils sont dans un genre d'antichambre, parce que ils marquent aussi leur engagement de cette façon-là, parce que après aussi, devenu à un autre stade, ils manifesteront toujours aussi cet engagement-là, peut-être d'une autre façon, dans d'autres mouvements et tout. Maintenant, il y a d'autres petits jeunes pour qui chaque décembre c'est pas mal, quoi. Il n'y aura pas coup. C'est la messe. C'est la messe, voilà. Il n'y aura pas coup. On va tirer jusqu'à arriver à l'entrée des congés. Et puis bon, c'est bon. Tout le monde est content de voir à la maison. Et puis après, on va revenir dans le début janvier et recommencer encore à bosser et pour les enseignants à rattraper le temps perdu. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. Maintenant, quand vous regardez le communiqué du gouvernement, la question des jeunes encagoulés, c'est vrai que ça pose un problème de sécurité, parce que les dernières situations qui est quand même assez difficile, où vous voyez des gens à moto et encagoulés. Bon, on ne peut pas tout de suite vous dire que c'est des élèves, vous pouvez peut-être vous dire que c'est la période et tout, mais qu'est-ce qui ne pourrait pas fonder un genre de perception, on se dire que l'autre camp peut bien utiliser ce moment-là, et puis après on se retrouve à avoir nos yeux seulement pour pleurer, parce que les gens seront rentrés, ils auraient tiré soit sur des enfants dans une école ou quoi que ce soit. Après vous vous rendez compte que c'est maintenant un acte terroriste, ça n'avait rien à voir même avec des élèves et tout, et parce que vous avez pensé, les laissant circuler dans la voie et les regardant, et vous vous dites c'est encore les élèves là qui s'en vont déloger d'autres élèves. Et après, vous vous rendez compte que c'est plus important que ça n'a rien à voir. Donc, vous doutez de la qualité d'élèves de certains meneurs de ces mouvements-là? Je sais pas une question de douter des qualités ou quoi que ce soit, mais je me dis que être encagoulé et aller faire sortir d'autres élèves des cours, je pense que le caractère encagoulé, c'est un peu fort. Ça, c'est une réalité.
Maintenant, on le connaît depuis un certain temps. Hein. Vous vous rappelez, j'ai encore un communiqué du ministère de la Sécurité, ça c'était 2019. Il a été révélé à plusieurs endroits de la ville de Ouagadougou, particulièrement auprès d'établissements scolaires, que de sinistres individus, dont les élèves et anciens élèves exclus, portant des cagoules et se déplaçant sur des motos, se livrent à des scènes de perturbation de cours dans les 10 établissements en faisant usage de jets de pierre et autres actes de violence. C'est la même formulation. Hein. C'est-à-dire, c'était aux environs du 4 décembre. Et ça, c'était un communiqué du ministère de la Sécurité et qui demandait aux populations, aux parents d'élèves d'abord, d'être plus vigilants, aux populations d'observer, mais s'ils ont des informations, de les partager, aux élèves de dénoncer aussi certains de leurs camarades s'ils savent leur identité. C'était, quand vous lisez le communiqué, c'était un peu ça. Mais je crois aussi que après, le problème au Burkina souvent c'est qu'on passe à autre chose. Sinon, si là-dessus il y a vraiment des enquêtes qui sont menées, il y a un travail de suite qui est fait. Je pense que... D'accord, si vous permettez, ce que vous êtes en train de soulever est un point majeur de la discussion. Mais avant, vous soulevez quelque chose d'assez intéressant, c'est la qualité d'élèves de ces meneurs-là. Donc, Geoffroy, il mettait des doutes justement si c'est vraiment des élèves qui sont au devant des choses. Parce que quand on pose la question aussi à certaines organisations, des structures, des élèves comme la FESI, BF ou autres, ils nous disent souvent qu'ils n'ont pas donné de mot d'ordre de grève ou d'instruction de la sorte. Est-ce que vous pouvez justement vous prononcer sur cet état de fait? Est-ce qu'il y a une caution de ces organisations syndicales, scolaires pour ce type de mouvement-là? Non, en réalité, vous n'aurez pas sur un plateau quelqu'un qui va assumer qu'il a instruit les gens de sortir avec cagoule. C'est clair. Et aller à vive allure dans les rues de Ouagadougou et déloger des élèves dans leur salle de classe en train de prendre cours. Vous n'aurez personne. Maintenant, étant donné que j'ai dit bien c'est un dossier historique, j'ai dit il aurait 32 ans, Flavien Lévier, cette année, donc 32 ans. Donc, j'ai dit comme c'est un événement historique, des gens ont beaucoup sacrifié pour l'affaire Norbert Zongo, pour les deux dossiers d'ailleurs, parce que c'est lié. Donc beaucoup de sacrifices, il y en a qui ont sacrifié leur carrière, d'autres ont sacrifié leur vie, donc il y a des proches qui sont partis dans ce combat-là, d'autres ont perdu leur emploi et tout. Donc ces gens-là, ils n'oublient pas. Et il y a toujours, comme un feu qui n'est pas éteint, qui couvre, ou quand on veut, on sait où le feu se trouve, quand on veut réveiller, on part souffler là-dessus, et puis sur quelle ficelle il faut tirer pour que le mouvement soit marqué chaque année. Il y en a aussi qui sont là pour ça. Donc quand même, on a des gens, on a des fins limites au Burkina qui savent si réellement le travail doit faire. Vous me dites qu'il y a des pêcheurs d'eau trouble. Le président, c'est clair. Attendez, il y a des élèves qui... Il y a toujours des pêcheurs en eau trouble. Mais il y a une explication, il y a une dossier qui est là qui permet à ces gens-là de pêcher en eau trouble. C'est là, en fait, moi, il y a à recadrer, parce que la vitesse avec ces jeunes-là, quand vous les rencontrez en circulation, attention, ils vont à vive allure et ils sifflent pendant qu'ils avancent. Ils ne respectent pas le feu tricolore. Avec tous les risques, et puis c'est des engins qui vont vite. Donc il y a un risque énorme. Là, c'est des pêcheurs en eau trouble. Ça, il faut le dire. Maintenant, qui tire les ficelles, là, il faut effectivement... C'est comme si vous cherchiez une vie dans une boîte de foin. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens qui tirent les ficelles. Ça ne veut pas dire cela. Mais Maître Alidou Ouedraogo avait lâché en son temps que la NEB est le bras armé du collectif. Quand il a dit ça, il a dit oui, voilà, c'est vrai que c'est vous qui les instrumentalisez. Le pouvoir de Blaise avait récupéré cette phrase-là. Et c'était devenu beaucoup de commentaires, beaucoup de choses. Alors qu'à la réalité aussi, quand le collectif sortait pour les marches, c'est la NEB qui encadre, qui joue le rôle de police, de sécurité, tout. Et puis bon, voilà. Et donc pour la mobilisation, c'est quand même quand il dit bras armés, il ne croit pas si bien dire. Dans le cadre de la lutte, ils ont besoin de jeunes qui acceptent être de l'avant. Mais maintenant, le bras armé, est-ce que ça cache autre chose? Cette lecture-là, c'est très difficile d'en savoir. Mais en général, il y a un lien, il y a une connexion. J'ai dit bien, maintenant pour revenir à la question principale, j'ai dit bien, il y a un dossier qui est là, qui n'est pas élagué, qui permet à des pêcheurs en eau trouble de continuer de faire le même boulot. Parce que dans leur logique, chaque année, la commémoration doit être marquée. C'est peut-être maintenant sur les méthodes. Et là, on est d'accord.
même après avoir vidé le dossier, ça n'empêche pas que hier, j'ai dit bien une commémoration sobre, un geste symbolique, un dépôt de gerbe, ça n'empêche pas. Donc, mais maintenant, comment est-ce qu'on marque l'événement? C'est là toute la question. C'est là toute la question. Donc quand vous les voyez, vous avez effectivement l'impression qu'ils ont pris autre chose pour ajouter à leur fougue de jeunesse, parce que de toute façon ils paradent avec les motos. Je ne sais pas si vous les avez déjà vus en circulation. Ça fait peur en réalité. Donc ceux qui pensent qu'il y a aussi de l'infiltration n'ont pas tort. Je le dis parce que ça, j'ai vécu ces faits en 2011 pendant la mutinerie, et quand les policiers ont commencé, les commissariats ont commencé à être saccagés, à être incendiés. J'ai été témoin de l'incendie du commissariat de Coupéla. Des élèves ont participé, mais les mineurs n'étaient pas des élèves. Si vous voyez le monsieur en débardeur, vous voyez la masse musculaire de l'épaule. On doute fort que ce soit des élèves. C'est même pas un élève. Il ne part pas à l'école. Parce que ils sont dans et puis les gens se connaissent. Donc, c'est pas possible. Qui ont pris le mur et puis qui attendent. C'est un mouvement organisé. Les jeunes quittent les établissements, ils attendent, mais eux, ils ont déjà pris position et puis ils attendent. Il y en a qui sont assis sur le mur. Ils sont assis sur le mur du commissariat. Et puis ils attendent, ils balancent les pieds. Et puis dès que les élèves sont arrivés, le mouvement a été effectivement enclenché. Mais comme le commissariat avait déjà eu l'information la veille, l'information a fuité, donc ils ont pu sécuriser un certain nombre de choses, libérer les détenus pour aller être mis en sécurité ailleurs. Sinon c'était pas bien, parce que ça a été incendié. Les engins qui étaient là-bas, il y en a qui ont pris des engins qui étaient incendiés, les engins récupérés par le commissariat, les policiers en sont temps. Donc bon, bref, donc dans ce lot-là, vous avez des élèves qui savent même pas de quoi est-ce que ça arrivait. Et vous avez aussi des gens qui savent pourquoi ils le font. Parce qu'il y en a qui avaient des dossiers, il y avait des repris de justice parmi les mineurs qui avaient eu un vent de liberté. Les dossiers étaient toujours là, où il y avait des complices à l'intérieur toujours. Donc il y avait les uns et les autres avaient fait D'accord, on comprend qu'il y a de la récupération. Pour terminer, les élèves sont dans la position de ce que Lénine appelle l'idiot utile, qui livre un combat pour une cause dont ni ses valeurs morales, ni son éducation, ni sa conviction religieuse ne lui permettent de faire. Mais monsieur ne sait pas, puisque quoi, il est manipulé. Et il y a beaucoup qui tombent dans ce panneau-là. En période de crise, il y a beaucoup d'idiots utiles. Ils ne savent même pas. Donc, ils sont manipulés. Ils sont de bonne foi. Et ils défendent bec et ongle une cause qu'ils croient noble, juste. Alors que quand ils voient les dessous, monsieur est déçu parce que c'est contraire à lui-même, ses convictions. Mais il y a beaucoup d'élèves qui sont dans ce lot-là. Je ne dis pas qu'ils sont des idiots. Ils sont de bonne foi, mais il y a de la manipulation derrière. Geoffroy, on en vient au point que vous souleviez tout à l'heure, le fait que le phénomène soit connu et que chaque année également, le gouvernement publie des communiqués, martèle, condamne jusqu'à la dernière énergie, promet des actions pour justement traduire les auteurs de ces actes de vandalisme. Mais est-ce que, à l'analyse, vous avez véritablement le sentiment que le gouvernement, selon l'autorité, se donne les moyens de régler le problème de façon définitive? D'abord, pour moi, régler le problème de façon définitive, c'est que sur le plan judiciaire, l'affaire soit pliée, que le verdict soit dit, les responsabilités soient fixées et qu'on sache tout. C'est ça qui peut arrêter. C'est-à-dire que vous voulez que les gens arrêtent quelque chose, mais enlevez-leur leur matière. Tant que la matière est là, ça va continuer. Et puis, au fond, il y a peut-être ceux qui se comportent de la façon dont on parle aujourd'hui, qui est dénoncé parce qu'ils sont encagoulés. On se dit, ça les met face à des risques, mais ça met aussi la société face à des risques, parce que des personnes mal intentionnées pourraient aussi s'encagouler et puis se passer pour ces jeunes-là, et puis on aura pire. Mais il y a ceux aussi pour qui c'est un combat noble, parce qu'ils se disent, bien ça ne peut pas se faire et puis c'est fini. Il y en a qui transpirent ces valeurs-là encore. Donc pour moi, il faut dissocier les choses. Il y a aussi un combat de fond, qui est celui que on doit rendre justice aussi à cette famille. Maintenant, après cela, la question que vous posez, c'est la réponse qu'on donne, notamment à ceux qui, prétextant
du militantisme ou prétextant de la dénonciation ou pour marquer le moment, se permettent aussi des actes qui sont dénonçables et puis qui sont à reprocher. Maintenant, qu'est-ce que fait ceux qui sont là, nos autorités? Qu'est-ce qu'ils font, nos autorités? Qu'est-ce qu'elles font? Le problème, c'est cela. En 2019, on a un communiqué, je l'ai lu tout à l'heure, on parle de personnages sinistres, c'est bien le qualificatif. Vous demandez de la dénonciation, vous lancez un certain nombre d'éléments. C'était aux environs du 4 décembre. Est-ce qu'on a eu une communication encore là-dessus? Le problème chez nous, c'est ça. On est dans la passion pendant, et puis après, on est dans l'oubli. Et lorsque reviennent les mêmes éléments, on remet encore la passion. Et puis on va rentrer encore dans l'oubli. Donc on est dans un perpétuel recommencement. Vous savez, comme on dit souvent, hein, l'imbécile là, c'est celui qui fait les mêmes choses et voilà. Attendant les mêmes résultats. Attendant les mêmes résultats. Il fait des résultats différents. Voilà, c'est ça. Il fait la même chose et il espère avoir des résultats différents. C'est pas chaque mois de décembre qu'on va sortir un communiqué et puis on va espérer que ça va finir. Il y a des gens qui ont commencé, et ça, il y a plusieurs années avant, ce n'était pas des choses qu'on voyait, la question des encagoulés. Donc quand ça vient, il faut le prendre au sérieux, notamment relativement au contexte dans lequel nous sommes. Donc, vous parlez d'énonciation, il y a une enquête qui s'ouvre. Parce que ça ne se fait pas. Des gens qui viennent, qui lapident, qui perturbent. Quand on ouvre une enquête, on commence à fouiner. Mais est-ce que l'autorité n'est pas tenue en difficulté par la question de la liberté d'expression? Parce que le droit de grève est reconnu au Burkina Faso, on a le droit de montrer son mécontentement, parce que là, un élève a été tué, un journaliste a été tué, justice attend. Mais oui, on a eu des marches par rapport à cela, organisées et qui ont été faites dans les règles de l'art. Mais s'encagouler, siffler et traverser les rues de Ouagadougou comme ça en pleine trompe et puis aller lapider, faire sortir des gens, ça donne des actes de violence. Je ne pense pas que ce soit comme ça que Nébié voyait les choses. Hein. C'est pas comme ça qu'on marque son attachement à certaines valeurs. C'est pas comme ça. L'expression de son attachement à la justice et un certain nombre d'éléments se fait dans le respect de certaines règles. C'est comme ça que vous montrez votre attachement au respect des règles. Je pense que ça paraît une tautologie, mais c'est comme ça. Bernard, est-ce que vous y voyez une impuissance de l'autorité ou bien nous avons en face des autorités qui veulent justement agir entre le légal et le respect donc, de cette liberté d'expression? Non, c'est un manque de volonté. Les autorités ne veulent pas subjuguer ce syndrome-là. Parce qu'il y a deux choses qu'il faut savoir. Elles ne peuvent pas empêcher la commémoration. C'est pas possible. Parce que le 30, les organisations engagées, donc le collectif contre l'humanité, contre l'impunité, se retrouvent au cimetière de Gounguin. C'est là-bas que gisent Norbert Zongo, ses frères Flavien Nébié, donc pour le dépôt des gerbes. Donc les autorités ne peuvent pas empêcher ce acte symbolique-là. En même temps, elles ne peuvent pas empêcher les autres manifestations pacifiques dans les questions de demande de justice, parce que ce ne sont pas des actes de vandalisme, ce n'est pas de. Elles ne peuvent pas aussi empêcher les élèves de manifester, mais n'oublions pas qu'en mai, il y a pour les élèves de Garango. En mai, ça c'est en mai. Chaque année en mai, il y a cette manifestation-là, qui est aussi là. Mais pour revenir au cas du mois de décembre, vous avez les chefs d'établissement, connaissent bien leurs élèves, connaissent quels sont les élèves qui sont capables de. Et qui connaissent certains élèves qui fréquentent certains milieux, ils connaissent. C'est un travail pour, comme on appelle ça, pour contenir les choses. Ce n'est pas le 4 décembre que vous sortez un communiqué. C'est un travail d'enquête bien avant. Et le Burkina a des hommes pour le faire. Le Burkina perd des hommes pour le faire. Et donc, faire en sorte que même si les élèves vont manifester pour marquer la date, qu'il n'y ait pas de risque en circulation. Il n'y a pas de. Ces choses-là, ça peut. C'est un travail c'est un effort à faire, mais c'est vrai que c'est un travail de fourmi. Mais si c'est pour pouvoir continuer ces manifestations, le gouvernement, les autorités peuvent le faire. Mais elles ne le font pas. Elles sont assises. Elles oublient même la date du 6 décembre.
C'est quand à partir du 3 ou du 4, elle voit des élèves qui sifflent. Il y a quoi même aujourd'hui? Puis les élèves sifflent. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis il y en a qui disent aujourd'hui c'est le commun. Pour ceux qui ont de la mémoire, ah oui c'est vrai, le 6 décembre, la fleur Flavienne dit, ah oui c'est vrai, ces élèves-là même, il faut suivre. Et puis on prend un communiqué, on écrit, on actualise le communiqué de l'année dernière, on modifie légèrement le contenu, on change les dates et puis on fait sortir, on envoie aux médias pour être utilisé. Ça s'arrête là. Est-ce que il y a une volonté? Est-ce que vous n'exagérez pas, Bernard Boukma? Je n'exagère pas. Quel intérêt l'autorité a laissé pour une situation de la sorte, parce que les parents s'en plaignent, et tout le monde s'en plaint, ça perturbe justement la vie publique et tout. Quel intérêt peut-on avoir en tant qu'autorité en accompagnant véritablement cette situation? Ce n'est pas l'intérêt de l'autorité. C'est la négligence de l'autorité que moi je parle. Je ne parle pas de son intérêt. Elle n'a même intérêt à ce que le cours se passe normalement. C'est des heures perdues qu'il faut rattraper après. C'est des professeurs qui doivent trouver des éléments pour des cours de rattrapage. Et il y a des établissements qui ont compris cela, qui quand ils démarrent l'année, ils vont à 100 à l'heure dans le premier trimestre pour qu'en décembre, même s'il y a de la perturbation, il est toujours dans le programme. Il y a des professeurs qui anticipent. Il y a des établissements qui prennent sur eux la responsabilité d'anticiper, parce que ça vous fait pratiquement plus de 2 semaines. Du 3, si des manifestations commencent 3, jusqu'au 16 décembre, ça fait combien de temps? Puisque le Norbert Zongo c'est de 13, parfois ça va jusqu'à 3 jours après le 13. Et il y a des établissements qui disent d'aller en congé dans ces conditions. Puisque les conditions ils restent, les congés ils restent quelques jours là. Donc les autorités n'ont même pas intérêt à ce qu'il y ait une perturbation à grande échelle. Donc les autorités n'ont pas d'intérêt. Mais moi, je dis bien, il y a une négligence qui est là. Il y a quelqu'un qui est laxiste avec le traitement du dossier. Et c'est ça. C'est ce qui m'offusque et qui revient chaque année sortir en communiqué. C'est là où je n'arrive pas à comprendre. Quelles sont les dispositions qu'on peut prendre avant, pendant et après? On n'y pense pas. Ça, j'ai cette impression. C'est comme le dynamite. Attendez, dans quelques jours, vous allez avoir le communiqué qui va sortir pour rappeler que le dynamite ne doit pas être utilisé. Le commerçant, il a le temps de faire le stock. Et j'ai toujours dit, le combat contre les dynamites, c'est la même chose, commence le 1er janvier. À partir du 1er janvier, vous informez les Burkinabés. C'est vrai, il y a des dispositions illégales qui existent, oui. Mais vous commencez la répression. Ça rentre par où? Puisque ce n'est pas fabriqué ici. Mais chacun est laxiste, les textes l'interdisent, chacun est laxiste jusqu'à ce qu'on rappelle aux citoyens maintenant qu'il ne doit plus payer. Mais il y a un boutiquier qui a ça dans sa boutique qui est en train de payer. Pourquoi? Donc c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on a fait pour anticiper? Le débat est beaucoup plus dans l'anticipation et on n'y est pas. On est effectivement tenté de croire au propos de Bernard Boukma, parce que quand on en croit au communiqué du gouvernement, on promet la sécurité à ces établissements au niveau de Ouagadougou notamment, mais finalement ces établissements sont obligés de recourir au service de la sécurité privée, notamment certains gros bras qui sont placés dans... Même des Kogloyo à Ouagadougou ici. Voilà. Comment vous appréciez cela? Il y a véritablement le manque de volonté, comme le dit Bernard Boukma. Mais la nature est la horreur du vide, et puis la responsabilité aussi de celui que vous avez au niveau de l'établissement, c'est de garantir la sécurité de ces enfants-là. Donc, quand vous êtes laissé à vous trouvez les moyens de pouvoir sécuriser ces petits. Vous allez appeler les Kogolego pour ceux qui le peuvent, appeler des gros bras pour ceux qui le peuvent, ou bien s'il y a une agence de sécurité privée. Mais c'est parce que, comme je l'ai dit à un moment donné, on se fonde dans des communiqués aux environs du 4, 5, 6, 7 décembre, et puis après on oublie. Vous parlez de personnages sinistres comme en 2019. Mais qu'est-ce qui a été fait après pour qu'on ait des leçons, qu'on ait des visages derrière le cagoule qu'on a vu? Parce que vous avez enquêté et que ça serve aussi de leçon. Si c'est des enfants, vous savez, quand on est encagoulé, c'est parce qu'on n'a pas vu qu'on nous reconnaisse. Parce que si c'est un enfant bien éduqué et tout, quand le père aura vu son enfant et qu'il lui tirera les oreilles, ça ne se passera plus de la même façon. Mais s'il n'y a pas ce travail-là qui est fait, comment est-ce qu'on peut freiner ça? Si les petits qui s'adonnent à ça, ils n'ont jamais vu l'un des leurs qui a été arrêté, dont on a vu le cagoule, et puis après on a vu que voilà, c'est comme ceci, c'est comme ça, on a appelé son papa, il est venu le chercher. Parce que quelquefois, les parents ils sont à 100 lieues de s'imaginer que l'enfant qui est tout calme à la maison, qui ne parle pas là, c'est ce que ça donne dehors. Cette double vie, le père, mais il est loin de savoir, de penser ça. Donc je veux dire quoi? Si on vient, on dénonce le jour,
et puis on est dans l'émotion. Quand ça passe, on oublie, on sera dans le perpétuel recommencement. Vous avez constaté quelque chose, il y a une machine qui est mise en branle, il y a une enquête qui est ouverte, il y a des gens qui travaillent petit à petit. Vous allez voir 2-3 mois après, avec la pression, il y a des dénonciations, il y a ceci, il y a cela. On vous invite à un point de presse, vous voyez les petits qui se sont adonnés à ça. Mais attendez, on avait plein de... Vous savez ce qui est bien dans Ouagadougou, on positionne des caméras, mais comme la vocation c'est pour surveiller autre chose là, c'est ça le problème. C'est à ça, toutes ces choses-là devraient servir. Vous allez voir des policiers qui sont là, mais les petits, quand ils arpentent les ruelles là, ils n'ont pas une fonction où ils apparaissent et puis ils disparaissent. C'est devant nous tous, ils passent, pop, ils sont partis. Maintenant, quand ils devant un poste, ils passent, on les regarde passer, ah mais ces enfants-là, il y a un poste qui est devant, ils ne sont même pas prévenus qu'ils sont en train de venir. Mais attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc je veux dire que si on n'est pas sérieux et qu'on s'arrête seulement à la dénonciation, on est dans l'émotion. Donc pour vous, ce n'est pas une situation qui est hors de contrôle, c'est dans la capacité à gérer. C'est dans la capacité, on peut le gérer. Maintenant, moi je dissocie cela de la pression ou de la répression contre des mouvements organisés légaux. Il y a une justice que l'on demande et il y a des façons régulières de pouvoir manifester sa soif de justice. Maintenant, quand on est encagoulé et qu'on est à 100 à l'heure dans Ouagadougou, et même plus parce qu'ils sont sur des motos dont on connaît un peu les marques et ça va très vite, et avec des sifflets, on met la vie des gens en danger, on se met soi-même en danger, et puis après, on a vu des jets de pierre qui ont occasionné des blessures d'enfants qui n'en avaient même pas au matin lorsqu'ils partaient à l'école, à un moment donné dans une partie de leur tête que ça allait arriver, mais qui se retrouvent à l'hôpital et tout. Ça, c'est des choses qu'on peut éviter. Et moi, je pense que ce genre de perturbateurs-là, si un État ne peut pas mettre la main sur eux, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que nous en fout. C'est ça la vérité. Et les simples communiqués, ça ne pourrait pas suffire. D'accord, voilà qui est bien dit. C'est une situation qui peut être gérée. Il suffit seulement qu'on y mette de la volonté et du sérieux dans l'attitude qu'on a vis-à-vis de ce phénomène de perturbation des cours au Burkina Faso. Merci à tous les deux d'avoir donné votre lecture et merci à tous ceux qui nous ont suggéré également d'enrôler ce sujet-là. On va maintenant parler du Ghana, justement, qui est toujours dans l'attente du verdict des urnes. L'annonce des résultats des élections législatives et présidentielles a été reportée mardi soir par la commission électorale, alors que les deux principaux candidats à la magistrature suprême revendiquent déjà la victoire. On s'intéresse justement à cette situation au niveau de ce pays-là parce que les Ghanéens aussi sont toujours scotchés, on va dire, devant le feuilleton du dépouillement régionaux annoncé par la commission électorale. Quel jugement porter à cette situation? Ben Abougma, c'est on va dire une actualité que vous avez abordée déjà hier en guise d'avant-propos. Vous disiez qu'il n'y avait pas véritablement d'intérêt, on ne sentait pas véritablement, mais les choses commencent à aller autrement parce qu'on a justement les deux challengers sérieux qui revendiquent l'un la victoire au détriment de l'autre, et aussi il y a eu également quelques incidents qui ont été notés au cours de la journée électorale. Avec le recul que vous avez, est-ce que vous pensez véritablement que ce pays, qui est quand même un exemple de démocratie au niveau de l'Afrique de l'Ouest, hors de ce que vivent certains pays aussi comme le Burkina Faso ou dans la sous-région? Alors, il faut dire que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Et les élections ghanéennes sont d'abord pliées au premier tour. Cette année, même beaucoup disaient s'il y a un second tour, c'est historique parce que c'est plié au premier tour, c'est déjà ça. Deuxièmement, les résultats sont proclamés très tôt. Mais en général, c'est 3 jours. Ça, c'est 2. Donc, cette année, la commission électorale dit qu'elle a changé le système et peut livrer les résultats en 24 heures, qui a surpris beaucoup de personnes. En fait, c'est ça qui a envoyé les problèmes. Sinon, les résultats ghanéens, tout le monde sait que chaque année électorale, c'est 3 jours après que les résultats sont proclamés. Mais comme il y a une commission électorale qui a promis qu'elle peut livrer en 24 heures les résultats, les gens attendaient, bon, ça commence à faire des vagues. Et quand c'est comme ça, c'est l'opposition premièrement qui crie à la fraude. Si ça traîne, c'est parce qu'ils veulent frauder. Tout ce que vous allez envoyer maintenant comme argument technique va être mis de côté parce que vous voulez suffisamment de temps pour truquer les résultats. Bref, c'est une interprétation facile.
qui est lancé est bon, qui ne manque pas aussi de pertinence. Maintenant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, voilà. Et je dis bien, ce n'est pas la première fois. Il y a même eu des moments où il y a eu un contentieux électoral qui a fait durer. Donc, John Mahamani Dramane contre d'ailleurs l'actuel président, je crois que ça avait pris quand même un certain nombre de temps avant d'avoir les résultats. Mais bon, quand les résultats sont tombés, l'autre a eu avec 51%, l'autre a échoué avec 49%. Vous voyez que l'écart est très mince, mais il n'y a pas eu de vague. Les Ghanéens sont passés à autre chose, et puis bon, Akufo-Addo est revenu prendre sa revanche, et puis bon, on continue. Donc, et la vie continue. Maintenant, par rapport à cette année, ce n'est pas parce que chacun revendique la victoire que cela pourrait présager d'une crise post-électorale. Cela fait partie toujours également de l'activisme politique de mon point de vue, du jeu politique. Cela fait partie naturellement aussi, chacun à sa communication politique pour mettre la pression en griffe sur l'autre. Ou bien comme il a réagi, il faut également que nous prouvons aussi que nous pouvons dire qu'on a gagné pour ne pas être passif. Je pense que c'est beaucoup plus dans ce jeu politique-là que je prends les choses. Je ne crois pas qu'on arrivera à une crise suffisamment profonde qui va appeler des arbitres extérieurs. Je ne crois pas. Geoffroy, est-ce qu'on peut dire que la nouvelle présidente de la CENI au niveau du Ghana a été mal inspirée de vouloir justement tenir le pari de la proclamation de résultats en 24 heures alors que justement on avait suffisamment de marge, un peu comme au Burkina Faso où l'opposition était obligée de dire qu'on n'était pas obligé de battre des records en termes de proclamation des résultats. Comment vous appréciez déjà ce point-là? Moi, peut-être ce que je pourrais faire remarquer, c'est que ce type d'annonce, on commence à les avoir de plus en plus de la part des commissions électorales. Mais pourquoi? C'est parce que aussi on a des avancées technologiques qui le permettent. Maintenant, entre la question de la technologie et donc des champs du possible dans la célérité du traitement et de la diffusion des résultats et la confiance que les différents acteurs ont en vous, étant entendu que pour eux, il faut un temps minimum, non pour donner seulement des résultats, c'est-à-dire les collecter, les traiter et qu'il y ait gage de transparence. Donc, il faut concilier ces choses-là. Ça fait que très souvent, vous vous retrouvez dans une conjugaison qui ne donne pas quelque chose d'intéressant et il y a la suspicion dehors, alors que vous, en interne, peut-être que vous avez vraiment les résultats, mais vous ne pouvez pas continuer. Parce qu'il y a, comme prenez le cas burkinabé, on avait la double, on appelle ça, la double obligation de l'électronique et du manuel. Alors que le manuel fait traîner, l'électronique fait avancer. Donc vous avez des résultats pour lesquels vous attendez un autre mode de compilation pour, en termes de traitement, quoique il ne puisse y avoir d'électronique sans manuel parce que c'est ce qui est manuel que vous mettez dedans. Maintenant après vous traitez ça plus rapidement. Donc je pense que c'est ce double jeu-là qui pose encore problème et donc cette évolution qui met peut-être la CENI à l'aise et dire on peut faire ceci, alors que dehors les acteurs ce qu'ils attendent ce n'est pas une question de vitesse ni de précipitation, c'est des résultats qui est le gage de la transparence et qui soit accepté par tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut conjuguer. Maintenant pour revenir sur le cas ghanéen, c'est vrai il y a eu la même annonce qu'en 24 heures il pourrait donner les résultats. Maintenant je pense aussi que le cas ghanéen fait leçon parce que là-bas, rarement, d'abord, il n'y a jamais eu de second tour et c'est sur le fil du rasoir. Quand vous prenez Mahama et Akufo-Addo, bon, quand je dis Addo, c'est pas la seule, Akufo-Addo, vous vous rendez compte que c'est quoi? C'est leur troisième face à face. Oui. Mais à chaque fois, il n'y a pas un grand écart, mais parce que les autres partis et rarement ils dépassent les 1%. Donc ça se passe entre vraiment les deux majeurs. Et selon certaines informations de la présidence ghanéenne, pour ce qui est de 91% des bureaux de vote qui ont été dépouillés, je pense que je vais donner le chiffre. Je pense que Mahama s'en sort avec quelque chose de 46%. Voilà, 46%. Et puis vous avez voilà. Donc Akufo-Addo qui aurait remporté avec 52,25% des voix contre 46,44% pour Mahama. Pour ce qui est des 91% des dépouillements des bureaux de vote. Mais ça c'est sur la présidence. Donc c'est forcément le camp
le camp Nana Akufo-Addo. Donc on attend avec beaucoup de prudence parce que c'est seule la CENI qui est habilitée à donner les vrais résultats. Mais parce que aussi le Ghana est habitué, c'est pour ça que j'ai dit que chez eux il y a la bonne leçon, parce qu'ils sont habitués à la victoire sur le fil du rasoir, on accepte. Chez nous, on est habitué à des écarts. Donc, lorsque ça se fait sur le fil du rasoir, ça devient de la bagarre. Parce que l'autre se dit toujours que est-ce que c'est sûr qu'il n'y a pas eu de petits arrangements pour que je perde. Vous restez dans un peu le cas guinéen où on m'a volé ma victoire. Vous voyez. Mais le cas ghanéen, ils sont un peu habitués à ça. Donc j'ai dit ça, c'est la leçon. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui disent oui, on prend souvent le Ghana en exemple, mais lorsqu'on regarde les élections, avec la façon dont c'est en train de se passer, apparemment il y a beaucoup de gorges chaudes. Donc voilà. Justement, Mahama qui met en garde contre toute tentative de voler les élections. Oui, mais ça c'est naturel à toutes les élections. Même américains, on en a vu avec Trump qui nous a habitués, qui nous a ramené qui a inventé l'élection africaine aux États-Unis. Et ça, on a tous remarqué avec les postures et tout. Donc je veux dire que partout où il y a des élections, il y a le challenger qui dira toujours à un moment donné, écoutez, moi je ne suis pas d'accord, je ne veux pas accepter qu'il y ait des fraudes, mais ça, c'est une pression que vous mettez pour que ceux qui ont à charge de donner les résultats soient plus transparents. Ça c'est normal, c'est un jeu politique qui est fait. Maintenant vous avez vu comment un peu avant le vote, il y a des petits jeux, hein. Il y a une vieille vidéo de 2016 qui est sortie sur Nana Akufo-Addo, il est en train de prendre de l'argent avec une femme et puis un homme chez lui, on dit que c'est une question de corruption pour tuer une affaire et tout, pour impacter le vote. Donc je veux dire que c'est des petits jeux qui viennent tout le temps. Mais quand vous regardez dans le fond, les élections se sont passées tranquillement. Selon certains observateurs, ils ont parlé de 235 problèmes qu'il y a eu, mais c'est la non-observation des choses là, des mesures sanitaires. Maintenant aussi, il y a eu quelques violences avec des incendies et il y a eu, je pense, un député, parce que n'oublions pas qu'il y a un président qui va être désigné, mais c'est 275 députés aussi. Il y a un député qui a été arrêté parce qu'il aurait tenté qu'il y ait, en fait, il a fomenté pour qu'il y ait des oppositions avec même des armes et tout entre électeurs. Donc il a été libéré sous caution, mais je veux dire que ça s'est quand même passé dans le calme. Voilà. Et puis c'est une leçon qu'il nous donne. Ça va être le dernier mot parce que nous sommes obligés de rendre l'antenne. Merci à vous Geoffroy Baha, merci à Ben Abouma et merci à tous ceux qui nous auront suivis. On vous retrouve donc et les prochaines heures seront en tout cas très déterminantes au niveau du Ghana pour nous donner les résultats provisoires proclamés par la CENI. On appréciera au moment opportun. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve demain jeudi donc pour la 4e convocation du tribunal de l'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.